mon objectif, c'est de présenter pourquoi, selon nous, la Caisse de dépôt est une cible pertinente pour le désinvestissement. Pourquoi se mobiliser pour exiger que la Caisse de dépôt désinvestisse de l'occupation en Palestine? Mais avant d'en discuter, ce que je vais faire, j'aimerais offrir un peu de perspective. Euh, Quand on est confronté à l'horreur d'un génocide télévisé, c'est facile en fait de se concentrer sur l'urgence immédiate. On voit les bombes pleuvoir, on voit une souffrance inimaginable être infligée au peuple palestinien. Et face à cette urgence, il y a un besoin, on peut ressentir un besoin d'agir. Cependant, si on se limite à regarder les bombardements, à regarder l'urgence humanitaire, ben, on perd quelques éléments de vue et il y a un certain risque, en fait. Euh, le premier risque, c'est l'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, au Québec, pour arrêter des bombes qui pleuvent en Palestine à des milliers de kilomètres d'ici? C'est une bonne question à laquelle il n'y a pas de réponse facile. Et ça peut être facile quand on observe cette situation-là de se dire que ben, il y a peu de choses à faire. Ou que le mieux qu'on puisse faire, c'est de se mobiliser ici pour un cessez-le-feu, pour que l'horreur immédiate cesse. Le deuxième risque, en fait, c'est la démobilisation une fois que l'urgence est moins présente. En ce moment, on l'a vu en janvier, il y a eu l'annonce d'un cessez-le-feu. Et il y a un risque de se dire, bon, on a fait tout ce qu'on a pu, la situation revient à peu près à la normale. Maintenant, on peut se soucier d'autres choses. Sauf que le retour à la normale pour le peuple palestinien, rappelons-le, c'est l'occupation, c'est la dépossession, c'est la violence coloniale qui se poursuit. C'est aussi les bombardements qui n'ont pas cessé, qui ont peut-être ralenti, mais comme plusieurs d'entre vous le savent sans doute, il y a toujours des violations constantes de cessez-le-feu à Gaza, mais surtout l'offensive de l'État sioniste s'est intensifiée en Cisjordanie, où est-ce que les Palestiniens et Palestiniennes vivent toujours la brutalité de l'occupation coloniale. Donc, c'est pour ça que je nous invite à prendre quelques pas de recul par rapport à la situation, pas pour s'en détacher, mais pour réfléchir davantage à notre stratégie. Donc, on l'a dit, c'est facile de se concentrer sur les bombes. C'est l'élément le plus visible de la politique génocidaire de l'État israélien. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que derrière la bombe, il y a toute une infrastructure. Derrière la bombe, il y a de l'équipement, il y a des infrastructures, il y a des trains, il y a des colonies, il y a des barbelés, il y a des murs, il y a des systèmes de surveillance, il y a de l'équipement de construction qui sert à construire des colonies, détruire des villages, contrôler au quotidien la population palestinienne. Et cette infrastructure-là, c'est ce qui rend l'assaut génocidaire, c'est ce qui a rendu l'assaut génocidaire sur Gaza possible. Mais ces infrastructures-là, elles ne peuvent pas se soutenir d'elles-mêmes. Elles ont besoin de soutien d'institutions. Des institutions, ce sont des institutions internationales. C'est la complicité des États occidentaux, c'est la complicité de l'appareil juridique, étatique de la société israélienne, mais c'est aussi le soutien financier d'institutions comme des banques et des fonds d'investissement. Et si vous regardez attentivement, vous allez peut-être reconnaître dans toute cette pyramide coloniale un des piliers. Et ce pilier-là, c'est la CDPQ, la Caisse de dépôt et placement du Québec. Dans cette présentation, ce que je vais essayer de mettre en lumière, c'est que ce pilier, tout d'abord, il est important. Ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Il est important et surtout, il est vulnérable. Comme vous pouvez voir, il y a des fissures. Toute la question de cette présentation-là, c'est d'identifier quelles sont ces fissures et comment est-ce qu'on peut agir sur ces fissures pour fragiliser le pilier, fragiliser le soutien de la caisse de dépôt et éventuellement le faire tomber. Et ce que vous pouvez voir, c'est que si ce pilier-là tombe, la structure reste en place. Je ne veux pas dire que obtenir le désinvestissement de la caisse de dépôt, ça va faire tomber tout l'édifice colonial. Non. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça le fragilise.
Et ça fait apparaître des nouvelles fissures dans de nouveaux piliers de la structure. Et ça nous offre des nouvelles perspectives de lutte. Voilà pourquoi, selon nous, il est pertinent de se mobiliser sur la caisse de dépôt et placement. Donc, parlons un peu de notre cible. Notre cible, la caisse de dépôt, c'est une société d'État. Donc, une société d'État, vous connaissez sans doute Hydro-Québec. Hydro-Québec administre des barrages et un réseau de distribution électrique. La caisse de dépôt, eh bien, elle gère des investissements. Les investissements qu'elle gère, ce ne sont pas les siens, ce sont ceux de 48 déposants, des clients, qui sont des différentes institutions étatiques qui investissent leur argent, qui confient leur argent à la caisse de dépôt. Ensemble, ces investissements-là représentent 434 milliards de dollars d'actifs. C'est énorme. Si on prenait tout cet argent-là et qu'on le divisait à l'ensemble de la population du Québec, chaque Québécois recevrait un chèque de 50 000 dollars. Ça vous donne une idée du montant. Et cet argent-là, en ce moment, il y a 6 millions de personnes qui cotisent à des fonds gérés par la Caisse de dépôt. C'est la grande majorité de la population adulte au Québec. On va voir pourquoi. Parce que parmi les déposants, il y en a 48, mais dans les principaux, on trouve entre autres le régime de rente du Québec. On trouve aussi le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, le REGOP, la Commission des normes de santé et sécurité du travail, le Fonds d'assurance automobile du Québec, mais aussi différents déposants de différentes tailles. Il y a des fonds de retraite d'employés municipaux, des fonds de retraite d'universités, comme le HEC, comme l'Université du Québec, le fonds de la Commission de la construction, le Fonds des générations, qui est administré par le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, vous voyez tout un lot de fonds institutionnels auxquels la population du Québec cotise. Donc, pour vous donner un aperçu rapide de comment fonctionne la caisse de dépôt et d'où vient l'argent, en bas de cette pyramide-là, vous avez la population du Québec. Ça, c'est nous. Donc, si au Québec, vous travaillez, bien, vous payez de l'impôt. Donc, cet impôt-là s'en va dans les coffres de l'État. Mais vous payez aussi une cotisation au régime de rente du Québec et à la CNESST. Donc, cet argent-là, ça va dans les coffres des déposants, de ces déposants. De la même manière, si vous êtes employé dans la fonction publique, il y a une partie de votre argent, de votre salaire, qui est cotisé dans votre fonds de retraite au REGOP. Donc, tous ces petits dollars de la population sont investis dans ces déposants-là, qui se retrouvent avec des sommes assez conséquentes. On parle de centaines de millions, de milliards, parfois de dizaines de milliards de dollars, qui sont ensuite confiés à la Caisse de dépôt. Et la Caisse de dépôt gère l'ensemble de ces placements au nom des déposants. Donc, vous voyez, il y a une flèche, en fait, il y a des flèches qui montent de la population du Québec jusqu'à la Caisse de dépôt, directement. Mais la flèche va dans les deux sens, parce que les investissements de la Caisse de dépôt, bien, ils fructifient, ils font des revenus. Et ces revenus-là sont ensuite redistribués aux déposants, qui les redistribuent à la population du Québec, par exemple sous la forme de rente de retraite ou de fonds d'assurance, de compensation pour accidents de travail, etc. Donc, c'est l'élément important ici à savoir, c'est que l'argent de la caisse de dépôt, c'est notre argent qui est investi en notre nom pour nous. Le problème, c'est que sur ces 434 milliards de dollars investis, il y en a 14,2 milliards qui sont investis dans 87 entreprises qui sont complices de l'occupation en Palestine. Pour vous donner une idée, si on répartissait encore ces 14 milliards de dollars à l'échelle de la population du Québec, ça donnerait environ 1500-1600 dollars par personne. Donc, encore une fois, une somme assez conséquente. Il y a 87 entreprises, mais je ne vous les présenterai pas toutes. Je vais simplement vous donner un aperçu de 5. Prenez ça comme un échantillon. Il va être assez évocateur. Le plus gros de ces investissements, avec 4,2 milliards de dollars, c'est WSP Global. WSP Global, c'est une firme de génie conseil qui est basée à Montréal, qui en ce moment supervise l'expansion de la ligne rouge du train léger de Jérusalem. C'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Si vous voyez, la ligne continue, c'est le train actuel, et la ligne pointillée, que vous pouvez voir ici, c'est l'expansion prévue. Quel est le problème avec ce train léger? En fait, je vais attirer votre attention sur les taches violettes. Donc, de l'autre côté de la ligne pointillée grise. La ligne pointillée grise, c'est la ligne de cessez-le-feu de 1948, lorsque, à la fin de la guerre de 1948, qui a donné naissance à l'État d'Israël. À droite de cette ligne-là,
c'est Jérusalem-Est, un territoire palestinien occupé illégalement, dans lequel sont construites des colonies israéliennes, les Taches violettes. Le problème du train léger, c'est qu'il va connecter de nouvelles colonies israéliennes illégales en Palestine occupée. En faisant ça, l'État israélien, le but de l'État israélien, c'est de rendre ces colonies-là plus attractives pour qu'il y ait plus de colons israéliens qui s'y installent. Donc, en supervisant au nom de l'État israélien la construction du projet, WSP Global, en fait, est non seulement complice de l'occupation de Jérusalem-Est, mais facilite également le transfert de population d'un territoire occupant vers un territoire occupé, ce qui est un crime de guerre en vertu de la Convention de Genève. La Caisse de dépôt finance WSP Global malgré ces violations graves du droit international. Continuons à parler de train avec Alstom. Vous avez peut-être entendu parler d'Alstom, mais plus probablement de Bombardier Transport que Alstom a acquise. Bombardier Transport était impliqué, et désormais sa société mère Alstom, est impliquée non seulement dans le train léger de Jérusalem-Est, dont je viens de parler, mais également dans la construction de la ligne A1 de train rapide entre Jérusalem et Tel Aviv. Quel est le problème avec cette ligne de train? Le problème, un des problèmes, c'est qu'elle coupe directement à travers des territoires palestiniens occupés en Cisjordanie, ce qui sont des terres expropriées illégalement et qui est donc contraire au droit international. Alstom détient, en fait, la Caisse de dépôt détient 1,2 milliard de dollars dans Alstom. Elle devrait s'assurer que ce milliard de dollars d'investissement est investi dans des entreprises conformes au droit international, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, d'autres fonds, comme KLP en Norvège, ont désinvesti d'Alstom sur la base de son implication dans le projet ferroviaire de la ligne A1 et du train léger de Jérusalem-Est. Qu'attend la Caisse de dépôt pour désinvestir? Vous lui reposerez la question. Maintenant, quittons les trains, parlons d'autres entreprises d'équipements lourds. Ici, Caterpillar. Caterpillar, c'est le premier fabricant de machinerie lourde au monde et aussi un des principaux fournisseurs de machinerie de l'armée israélienne et de l'État israélien. Ce que vous voyez sur la photo, c'est un bulldozer D9. Ces bulldozers-là sont modifiés par l'armée israélienne pour en faire des véhicules blindés qui sont ensuite utilisés contre les populations palestiniennes. D'abord pour détruire des maisons et des villages. L'équipement de Caterpillar a été impliqué dans la destruction de dizaines de milliers de maisons en Palestine occupée depuis 1967. Parfois même lors d'exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire que des Palestiniens palestiniennes sont enterrés, recherchés ou sous mandat d'arrêt par la police, l'armée israélienne, sont pris au piège dans des maisons et se font enterrer vivants alors que des bulldozers détruisent leur maison alors qu'ils se trouvent encore à l'intérieur. Tout ça en violation flagrante des droits humains les plus élémentaires. Il y a des bulldozers D9 qui ont été impliqués également dans le meurtre de masse de blessés palestiniens à l'extérieur de l'hôpital Kamal Adwan de Raza en décembre 2023. Caterpillar est très au courant de toutes ces violations-là, de tous ces crimes qui sont commis avec son équipement et ne fait rien. KLP, dont j'ai parlé plus tôt, a désinvesti Caterpillar pour ces mêmes raisons. La Caisse de dépôt détient 77,6 millions de dollars dans Caterpillar. Qu'est-ce qu'elle attend pour désinvestir? J'ai parlé des bulldozers. Parlons des armes. Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est le plus grand fabricant d'armement sur la planète. C'est également le principal fournisseur d'avions de chasse de l'armée israélienne. 3/4 des avions de chasse d'Israël sont fabriqués par Lockheed Martin, c'est-à-dire soit des F-35, comme vous voyez sur la photo, ou des avions F-16. Le 25% restant, ce sont des bombardiers, ce sont des avions de chasse F-15 qui sont fabriqués par Boeing. Boeing est aussi un des investissements de la Caisse de dépôt. Donc, chaque fois que vous voyez une frappe aérienne aux nouvelles contre Gaza, en Cisjordanie, au Liban, sachez qu'elles sont faites avec ces avions. Ces avions fournis par Lockheed Martin et Boeing. Ces avions-là ont été utilisés dans toutes les offensives militaires contre Gaza depuis 2007. Ils sont responsables de dizaines de milliers de morts. La Caisse de dépôt investit 62,2 millions de dollars de notre argent
dans Lockheed Martin. J'ai parlé de l'avion. Parlons de la bombe. Ce que vous voyez sur l'image, c'est une bombe de la série Mark 80. Ces bombes-là peuvent peser jusqu'à 900 kg, donc 450 kg d'explosifs. Ces bombes sont tellement puissantes qu'elles laissent des cratères de 12 à 15 mètres de diamètre. Regardez l'appartement, l'endroit où vous vous trouvez au moment d'écouter cette conférence. Imaginez un peu 12 mètres. Une seconde, vous êtes en train de faire votre vie, et puis avant même que vous puissiez l'entendre, une bombe tombe du ciel et il ne reste autour de vous que des ruines. En fait, je dis autour de vous, il ne reste plus rien de vous parce que ces bombes-là vont vous tuer sur le coup. Elles vont pas juste vous tuer, vous, elles vont pas juste tuer toute personne qui se trouve dans un rayon, dans le rayon du cratère, dans l'intérieur de 12 mètres. Elles projettent des éclats mortels jusqu'à 120 mètres du point d'impact. Elles peuvent tuer avec l'onde de choc jusqu'à 360 mètres du point d'impact. Et elles peuvent blesser gravement des personnes qui se tiennent jusqu'à 1 kilomètre de la détonation. 1 kilomètre. Ça, c'est une bombe. On sait que l'armée israélienne a reçu au moins 14 000 de ces bombes seulement depuis octobre 2023. Et ces bombes-là sont fabriquées par qui? Par General Dynamics, cinquième plus grand fabricant d'armes sur la planète, qui fournit des armes, des véhicules et des munitions à l'armée israélienne. La caisse de dépôt détient 2,9 millions de dollars dans General Dynamics. Ce qui veut dire que chaque fois que des Palestiniens-Palestiniennes sont tués par une de ces bombes, General Dynamics en profite. Et la caisse de dépôt en profite. Et à travers la caisse de dépôt, c'est l'ensemble des Québécois, Québécoises qui ont du sang sur les mains. Imaginez. Ces armes-là qui sont utilisées de manière routinière pour détruire des maisons, attaquer des personnes dans des camps de réfugiés, frapper des écoles, des hôpitaux. Ça doit cesser. Ce qui nous amène à notre objectif. Si on est ici, c'est pour augmenter la pression sur la caisse de dépôt jusqu'à ce qu'elle soit obligée de cesser tout investissement dans des entreprises complices de l'occupation et du génocide en Palestine. Mais surtout pour qu'elle établisse un processus transparent de contrôle pour s'assurer de ne plus jamais faire d'investissements liés à des violations des droits humains. Et ça, c'est en Palestine, au Liban, mais partout dans le monde. Parce que plus jamais doit vraiment dire plus jamais. Comment faire ça? On va parler un petit peu de stratégie. Et surtout, on va parler de notre obstacle. Notre obstacle principal, c'est la caisse de dépôt. La caisse de dépôt, elle dispose de fonds virtuellement illimités. 434 milliards, c'est pas infini, mais à toute fin pratique, oui. Ce qui lui donne énormément d'influence sur plusieurs acteurs au Québec, incluant les gouvernements. La caisse de dépôt détient des fonds, une influence, surtout une expertise en matière d'investissement. Et ça va peut-être vous surprendre à la lumière des faits que je viens de vous présenter, mais la caisse de dépôt dans le milieu de l'investissement jouit d'une image, somme toute, très positive. Elle est perçue comme un leader mondial de l'investissement responsable. Ça, ce sont ses mots, pas les miens. Euh, Comment est-ce que c'est possible? C'est une très bonne question, mais en tout cas, à la lumière de ces investissements actuels dans l'occupation, j'aurais très peur des autres fonds d'investissement qui ne sont pas considérés des leaders de l'investissement responsable. Mais bref, passons. Finalement, la Caisse de dépôt, en tant qu'immense institution, ben, elle est très résistante au changement. Donc, comment est-ce qu'on surmonte cette résistance au changement? Ben, d'abord, de notre côté, il y a quelques opportunités. Tout d'abord, on sait que la Caisse de dépôt est capable de désinvestir. Elle l'a déjà fait. Elle a désinvesti des compagnies de tabac sur des bases éthiques. Elle a désinvesti de la production d'hydrocarbures sur des bases sociales et morales. Et finalement, elle a aussi désinvesti d'une entreprise, Policity, qui était liée à des violations directes des droits des Palestiniens et Palestiniennes. En fait, Policity était une division de G4S, une compagnie contrôlée par la Caisse de dépôt. Et Policity formait des policiers et des gardiens de prison
qui après ça est impliqué dans des situations de torture et d'abus divers sur des prisonniers, prisonnières palestiniens, palestiniennes. Autre avantage que nous avons de notre côté, le droit international. Le droit international a évolué quand même significativement. On sait déjà que les colonies sont illégales au regard du droit international. On sait que le mur de séparation qui a servi à l'annexion de 10% de la Cisjordanie est illégal. Maintenant, il y a eu un jugement de la Cour internationale de justice sur l'illégalité de l'occupation israélienne en Palestine. Et on l'espère, on verra bientôt un jugement de la Cour bientôt, dans quelques années, un jugement de la Cour internationale de justice pour les accusations de génocide contre l'État israélien. On sait qu'il y a déjà un risque plausible de génocide. Le droit international, ça n'a pas un immense pouvoir de contrainte, mais ce n'est pas rien en termes de légitimité. Et c'est un élément que la Caisse de dépôt ne peut pas complètement ignorer. Enfin, enfin, il y a un risque réputationnel. La Caisse de dépôt, on l'a dit, a une très bonne réputation, mais sa réputation est une force, mais aussi une faiblesse. Parce que si jamais elle était entachée, par exemple par la complicité avec des violations graves de droits de la personne, bien, la Caisse de dépôt, une réputation, c'est très précieux, surtout quand on est un investisseur du calibre de la Caisse. Si cette réputation-là, elle est perdue, c'est extrêmement difficile et coûteux à reconstruire. Si les déposants, par exemple, des déposants cessent de vouloir investir leur argent à la Caisse de dépôt parce qu'ils considèrent que sa réputation est douteuse, ben pour la Caisse de dépôt, on parle de pertes en termes de dizaines de milliards de dollars, potentiellement. C'est un élément pertinent. On y reviendra. Finalement, on sait que la Caisse de dépôt doit nous tenir au courant minimalement de ses investissements. Tous les chiffres que je vous ai présentés, c'est parce qu'ils sont dans les rapports annuels de la Caisse de dépôt qui sont publics. Ça, c'est une reddition de comptes que les entreprises privées, les banques privées n'ont pas besoin de faire. Donc, à ce niveau-là, la Caisse de dépôt est, en tant qu'institution étatique, est plus vulnérable à la mobilisation du public que des institutions privées. Et finalement, la Caisse est un immense acteur. L'opportunité la plus importante, en fait, c'est que la Caisse ici, si on parvient à obtenir un désinvestissement de la Caisse, on ne parle pas juste d'un gain à l'échelle du Québec. On parle de ce qui est potentiellement la plus grande victoire de désinvestissement en Amérique du Nord, jamais réalisée. On parle d'un acteur de calibre international. On parle un des 30 plus gros fonds d'investissement publics sur la planète qui désinvestit. Ça a une immense force de frappe, beaucoup plus grande que le Québec. Si on parle d'un impact sur l'ensemble des mouvements de solidarité pour le désinvestissement pour la Palestine à travers la planète. Et c'est pour ça, pour nous, qui est aussi pertinent de s'investir dans la lutte qu'on vous propose. Maintenant, cette lutte-là, comment la mener? C'est très simple. 3 axes. J'ai parlé de l'image de la Caisse de dépôt. Un des axes à envisager, c'est de porter atteinte à cette image en attirant l'attention du public sur ces investissements. La principale force de la Caisse, c'est que le public québécois ne sait pas ce qu'elle fait avec leur argent. Mais dès le moment où est-ce que le public est informé, la position de la Caisse est beaucoup plus difficile à défendre. Vous verrez, la Caisse n'aime pas beaucoup ça qu'on parle de ses investissements directs dans de l'armement et des bombardements. Très difficile à justifier au regard du public. Donc pour faire ça, ça prend de l'attention médiatique, ça prend du matériel d'information et surtout, ça prend des actions de mobilisation. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième chose, il faut mobiliser des gens. Il faut mobiliser différents secteurs de la société civile pour faire pression sur la Caisse de dépôt. Ça veut dire des citoyens et citoyennes comme vous et moi, à travers des campagnes de lettres à des députés, à des officiels de la Caisse, à des déposants, mais aussi des organisations, des groupes communautaires, des regroupements, des syndicats, à travers des résolutions d'appui et à travers des pressions ciblées sur différents acteurs. Ce qui m'amène au dernier axe, la pression. Il s'agit de faire pression sur des acteurs influents au sein de la Caisse de dépôt, mais aussi qui ont de l'influence sur la Caisse de dépôt. Sur la photo, la personne que vous voyez, c'est Charles Lemont, le directeur de la Caisse de dépôt. Voilà. Un bel homme souriant. C'est à ça qu'il ressemble. Vous voyez, Charles Lemont, il passe en commission parlementaire une fois par année. Donc, c'est une bonne occasion de faire de la pression sur lui, mais aussi d'aborder des députés de partis d'opposition, du gouvernement, pour lui poser des questions.
sur ces investissements. Donc, ce sont les trois axes de lutte dans leur ensemble. Gardez ça en tête alors que dans la suite de cette présentation-là, parce qu'on va revenir un peu plus précisément sur la stratégie. Donc, j'arrive maintenant à la conclusion de ce petit segment. Tout d'abord, il faut vous remercier d'être ici. Mes collègues, camarades vont vous présenter la suite. On a quand même quelques éléments intéressants pour meubler ces trois axes de lutte. Mais j'aimerais dire en fait que c'est facile en fait, pour revenir à ma question du début, c'est facile de se sentir impuissant par rapport à ce qu'on voit arriver en Palestine, par rapport au bombardement. Mais je pense que l'élément important à garder en tête ici, c'est que il faut se poser la question d'où nous nous trouvons au Québec. Quels sont les meilleurs leviers d'action en solidarité avec le peuple palestinien? Puis je pense que ce qui est évident, c'est qu'avec la Caisse de dépôt, on a ici un levier d'action qui n'a pas juste une portée au niveau québécois, mais qui peut avoir un impact réel sur la lutte palestinienne à l'échelle globale. On parle d'attaquer directement les structures qui rendent possible le génocide à Gaza, qui rendent possible le maintien de l'occupation. Puis j'ai confiance que avec vous, avec nous toutes, avec notre mobilisation, la question n'est pas de savoir si la Caisse de dépôt va désinvestir. La question, c'est quand elle va le faire. Et quand elle le fera, ce sera un pas de plus vers la poursuite de la lutte du peuple palestinien jusqu'à son émancipation complète, jusqu'à la fin du régime d'occupation et la libération de la Palestine. Merci beaucoup.